Dans cette partie 2, on va donc s'intéresser aux piles. Donc une pile, c'est quelque chose qui va transformer une énergie chimique en énergie électrique. Bien sûr, comme toute transformation d'énergie, il y aura des pertes thermiques. Donc une pile est constituée de deux types de matériaux, des matériaux solides, généralement métalliques, et des matériaux plus liquides, ou éventuellement entre les deux, des sortes de pâtes un petit peu. Donc dans les conducteurs métalliques, ce sont les électrons qui assurent la circulation du courant, tandis que dans les solutions électrolytiques, dans ce qu'on appelle le pont salin, ce sera les ions. Alors lorsqu'on s'intéresse à une pile, comme vous le savez, il y a toujours un pôle plus et un pôle moins. Comme vous le savez aussi, le courant électrique circule du plus vers le moins. Par conséquent, les électrons, eux, vont du moins vers le plus. Et par conséquent, on va dire que le moins pousse les électrons, puisqu'ils sortent du moins pour aller vers le plus, tandis que le pôle plus tire les électrons à lui. Donc si on imagine ce travail, le pôle moins pousse les électrons, le pôle plus les reçoit, et de ce fait-là, on va avoir le plus et le moins. Donc si on représente ça sur le schéma qui est ici par exemple, donc si on imagine que l'ampèremètre ici est branché comme ceci, si la valeur lue sur l'ampèremètre par exemple c'est la valeur 15, donc positive, ça signifie que l'ampèremètre est branché correctement. Et donc on va pouvoir en déduire que le courant se déplace comme ceci. Si le courant se déplace comme ceci, c'est donc ici on a le pôle plus et ici on a le pôle moins. Et on va pouvoir en déduire que les électrons, eux, sont poussés dans ce sens-là et tirés dans ce sens-là. Donc on voit bien que le pôle moins pousse les électrons et le pôle plus tire les électrons. Donc voilà ce qui était marqué dans cette partie-là. Alors, on va ensuite avoir ici la notion, si on se souvient de ce qu'on a vu dans la partie 1, lorsque vous avez un oxydant et un réducteur, lorsque l'oxydant devient le réducteur, c'est une réduction, et dans ce cas-là, on a un gain d'électrons. De même, dans l'autre sens, lorsque le réducteur devient l'oxydant, il y a oxydation, et on a alors une perte d'électrons. Donc si on applique ceci à la pile ici, eh bien, sur le côté du cuivre ici, on a les électrons qui partent par là, donc on a une perte d'électrons. Si on a une perte d'électrons, ici, on va parler d'oxydation. Ici, si on a un gain d'électrons du côté droit de la pile, donc de ce côté-là, eh bien, cette fois, on a un gain d'électrons, donc il va y avoir ici réduction. Alors, ce que le texte nous dit, donc on va le marquer ici, c'est que quand on a une oxydation, on appelle l'électrode où cela a lieu, donc l'électrode ici, c'est cette électrode de cuivre, et l'électrode ici, c'est l'électrode d'aluminium, et ici on a une solution qu'on appelle un électrolyte, là aussi, qui contient des ions, ici Cu2+, ici Al3+. Donc l'électrode où il y a oxydation, donc libération d'électrons, on appelle ça l'anode. L'électrode où il y a captage d'électrons, donc où il y a réduction, on appelle ça la cathode. Donc ici, comme moyen mémotechnique, on peut se souvenir parce que réduction et cathode sont les deux seuls mots qui ont un C. Donc dans oxydation et anode, il n'y a pas de C. Donc on peut se souvenir que réduction et cathode vont ensemble tout le temps. Alors si on revient un petit peu au texte, donc c'est ce qu'on vient de dire ici, l'électrode qui est le siège d'une réduction, on appelle ça la cathode, celle où il y a oxydation, on appelle ça l'anode. Donc je vous ai marqué ici un petit moyen mémotechnique pour vous souvenir un petit peu de tout ça. Donc sur la réduction, la cathode, etc. Donc bon, voilà un moyen de vous en souvenir. Alors ensuite, entre les deux côtés, on a deux façons de rejoindre les deux demi-piles. Alors ça, on appelle ça une demi-pile. Une électrode plus son électrolyte, et la même chose ici. Pour rejoindre les deux demi-piles, on va le faire à l'extérieur avec un circuit électrique ici, donc des fils, un ampèremètre, une résistance, etc., ce qu'on veut, une lampe.
Et à l'intérieur de la pile, on a un lien ici qui se fait par ce qu'on appelle un pont salin. Donc ça, c'est le pont salin. Et ce pont salin a pour but de relier les deux côtés de la pile. Pourquoi? Parce que vous le savez que pour qu'un courant circule, il faut que le courant puisse faire tout le tour. Et ici, eh bien, on imagine les électrons qui s'en vont par là, qui passent à travers le circuit, qui arrivent là, et passent dans la solution sous la forme d'ions. D'accord? Donc, grâce aux ions, le courant peut continuer à se conduire ici. Mais là, on n'a aucun moyen de relier ces deux parties. Donc, le courant ne peut pas circuler. Et donc, le pont salin est là pour faire le lien. Donc, le courant va circuler comme ceci. Tac, 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 etc. D'accord? Donc, le pont salin, lui, il va apporter la conduction du courant entre les deux solutions électrolytes. Alors avant de regarder le détail du pont salin, on va finir de compléter le schéma. Donc ici on a placé le plus, le moins, l'oxydation, l'anode, la réduction, la cathode. Maintenant on va écrire les équations. Alors ici, puisqu'il y a oxydation, on a un couple ici qui est le couple Cu2 plus Cu. Donc, je vous rappelle, pour les ions métalliques, l'oxydant, c'est toujours celui qui a la charge la plus élevée. Donc ici, c'est Cu2 plus. Puisqu'on a une oxydation, c'est qu'on devient l'oxydant. C'est ce qu'on a expliqué dans la partie 1. Donc ça va dans ce sens-là, Cu vers Cu2 plus. Donc ici, on va pouvoir écrire l'équation sous la forme Cu devient, avec une flèche, puisque cette fois c'est dans ce sens-là que ça se fait, Cu2+. On doit placer les électrons. Les électrons, on sait qu'ils sont toujours du côté de l'oxydant. Ici, il en faut 2. Donc ça fait Cu donne Cu2+, plus 2 électrons. Voilà l'équation finale de ce côté de l'oxydation. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, du côté de la réduction, cette fois, on a le couple Al3 plus Al. Là encore, l'oxydant à gauche, le réducteur à droite. Puisqu'il y a réduction, c'est que l'on va dans ce sens-là. Donc, l'équation va nous donner Al3 plus qui donne de l'aluminium. Et il faudra 3 électrons du côté de l'oxydant pour que les charges soient bonnes. Donc voilà l'équation de ce côté-là. Si l'on regarde bien ce qui se passe maintenant, on voit que les atomes de cuivre se transforment en ions cuivre tout en libérant des électrons. Donc on peut facilement représenter ça. On imagine ici un atome de cuivre. Cet atome de cuivre d'un côté va donner du Cu2+, et de l'autre côté va donner 2 électrons. Ces électrons vont pouvoir partir dans le circuit. De l'autre côté, lorsqu'on regarde l'équation, c'est les ions Al3+, qui viennent capter 3 électrons pour se transformer en aluminium. Donc, si je représente ceci de ce côté-là, les électrons arrivent ici. Donc là, on va imaginer 3 électrons qui arrivent. On a un ion aluminium qui vient ici. Donc on va faire que les électrons viennent ici. Et là, ces deux-là vont fabriquer un atome d'aluminium. Donc voilà ce qui se passe de chaque côté. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque qu'à gauche, au fur et à mesure que la pile fonctionne, on produit des Cu2+. Donc la quantité d'espèces positives dans la solution ici augmente, tandis que la quantité d'espèces négatives ne change pas. Donc il y a un déséquilibre des charges. Donc dans ce cas-là, il va nous falloir équilibrer ça. Puisqu'on rajoute du positif, il va falloir rajouter aussi du négatif. Et donc c'est le pont salin qui va jouer ce rôle. Donc par exemple avec des ions chlorure, eh bien ces ions chlorure vont venir dans la solution ici pour équilibrer l'ensemble. De l'autre côté, si on regarde ce qui se passe, cette fois ce sont les ions positifs qui disparaissent. Donc on a le nombre d'ions négatifs qui n'a pas changé, celui de positifs qui diminue. Donc on a un excès de négatifs. Là encore, une solution ne peut pas être chargée, donc il va falloir compenser. Et on va compenser la perte de charge positive en faisant passer des ions positifs dans cette solution. Et ça, c'est le rôle du pont salin. Donc il va permettre ici d'assurer l'électroneutralité des solutions. Et ce pont salin permet aussi la continuité électrique.
Donc si on regarde bien, si on part d'ici par exemple, les électrons partent, traversent ici, ils arrivent là, et là ils sont bloqués. Et là, il nous faut continuer le circuit. Et on peut voir que les ions chlorure, Cl-, continuent le trajet ici pour remonter jusque là. Donc en fait, les ions négatifs vont dans le même sens lorsqu'on suit la boucle que les électrons. Les électrons, tac, et ici, on retourne dans le sens des ions chlorure. Les ions positifs, eux, vont dans le sens opposé, qui est le sens du courant. Donc si on prend le courant, on part du plus au moins, tac, on arrive là, et là, on suit avec les ions K+, pour boucler la boucle. Donc en fait, les ions sont là pour assurer la neutralité et pour assurer la continuité du courant. Donc les ions négatifs vont dans le même sens que les électrons, et les ions positifs vont dans le même sens que le courant, c'est-à-dire en sens opposé. C'est ce qui est résumé dans le texte ici. Donc les anions sont chargés négativement et circulent dans le même sens. Les cations, eux, positifs, circulent en sens inverse. On s'intéresse maintenant à quelques relations qui sont utiles dans ce qui concerne la pile. Donc une pile, c'est des espèces chimiques qui sont mises au départ, et cette pile, elle va avoir ce qu'on appelle une capacité, c'est-à-dire une quantité d'énergie qu'elle va pouvoir fournir jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus en fournir, et là, la pile sera considérée comme usée. On ne pourra plus l'utiliser. Alors, dans une pile, on va appeler Q ce qu'on appelle la quantité d'électricité, c'est-à-dire la charge en fait. La quantité d'électricité qui est débitée par la pile, et cette quantité d'électricité, on peut la calculer de deux façons. Soit avec le côté électrique, et dans ce cas-là, c'est tout simplement l'intensité du courant multipliée par le temps pendant lequel on utilise la pile. Donc des ampères multipliés par des secondes. Donc ici on a des ampères, on a des secondes ici. Et ici ce sont donc des ampères fois secondes, mais en fait on appelle ça des coulombs, C. On peut aussi utiliser la voie chimique, et dans ce cas-là, on va utiliser une formule différente. Donc la quantité d'électricité c'est la même, Q, toujours en coulombs, mais cette fois, on va en fait considérer, ça c'est la charge ou la quantité d'électricité d'une mole, et on va multiplier ça par le nombre de moles d'électrons que va fournir la pile. Donc si la pile par exemple peut fournir 100 moles d'électrons, on multiplie ça par F qui est 96 500, et ça nous fait 100 fois 96 500 comme quantité d'électricité fournie par la pile. Donc la capacité d'une pile, donc c'est la dernière chose, c'est la quantité maximale d'électricité qu'on peut faire circuler. D'accord? Tout simplement. Dans les deux relations, ΔT c'est la durée de décharge totale, et N, le nombre d'électrons, c'est la quantité maximale de réactifs qui peuvent réagir. Alors dans le langage courant, lorsqu'on parle de capacité, on a tendance à plus souvent utiliser les ampères-heure ou les milliampères-heure. Donc c'est très simple, hein. Il suffit d'imaginer que dans la formule ici, au lieu de mettre le temps en secondes, on le met en heures, donc ça fait des ampères fois des heures, et ça nous donne la capacité qui est souvent exprimée sur une pile ou sur un accumulateur. Donc 1 ampère-heure, très logiquement, c'est 3600 coulombs, puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure. Ensuite, l'énergie disponible, eh bien, ici on retrouve les formules que l'on connaît. Donc l'énergie, c'est la puissance fois le temps. La puissance, c'est la tension fois l'intensité. Donc E ici, hein, c'est pas l'énergie, on a l'habitude d'un U, mais on appelle ça E dans une pile, c'est la F et M. Mais on peut imaginer le U traditionnel, c'est la tension. D'accord? Donc c'est vraiment la tension. Donc si on regarde maintenant ce que l'on peut faire, eh bien, en prenant l'énergie électrique, c'est la puissance fois le temps. On remplace la puissance par la tension fois l'intensité. Et on retrouve ici le I fois ΔT, qui est le Q. Donc on retombe sur la capacité avec l'énergie totale qui est la tension fois la capacité. Alors vous avez ici un petit exercice, donc je vais vous laisser faire pause pour essayer d'y répondre, et puis ensuite vous pouvez revenir pour la correction. Bien, donc dans cet exercice on a une pile de tension 1,5 V, donc c'est ça F et M, E.
elle doit fonctionner pendant 230 heures, à raison de 12 heures par jour, en débitant un courant d'intensité 5 mA. Il y a deux demi-équations, donc ici la première, ici la deuxième. Donc déjà en regardant ces deux équations, on peut en déduire l'oxydation et la réduction. Pourquoi? Parce qu'ici on voit que, ici, pour passer de là à là, on perd des électrons. D'accord? Les électrons sont partis sur le Zn de plus, il a libéré deux électrons. Donc ça, automatiquement, c'est une oxydation. L'autre, on pourrait faire le même raisonnement. Et donc lorsqu'on passe de là à là, on voit que les électrons sont gagnés du côté gauche. Donc de ce côté-là, il y a réduction. Ok. Bon, c'est pas ce qu'on nous demandait ici. On nous demande de calculer la capacité de la pile. Donc la capacité de la pile, on l'a vu, formule, c'est ici, on calcule I fois delta T avec le temps maximal qu'elle est censée durer. Donc on a une tension un courant de 5 mA et un temps de 230 heures. Donc soit on le laisse en heures et on aura des ampères-heures, soit on le met en secondes et on aura des coulombs. Donc ici, si on regarde ce que ça nous donne, donc en effet, si on fait avec les heures, ça nous fait 1,15 ampères-heure. Si on le fait avec les secondes, ça nous fait 4140 coulombs. On nous demande d'en déduire l'énergie stockée dans la pile. Bon, eh bien ici, deux façons de faire. Soit on se dit, on va calculer la puissance, donc on fait la tension fois l'intensité. Et une fois qu'on a la puissance, on multiplie par le temps, c'est-à-dire les 230 heures, et ça va nous donner en wattheure l'énergie. Ou alors, on peut appliquer la formule comme on l'a vu juste avant, qui consiste donc à faire la capacité fois la tension de la pile, et on tombe sur l'énergie directement. Ou alors, la même chose avec les coulombs, et dans ce cas-là, on tombe sur des joules. On nous demande enfin de trouver la puissance. Donc pour trouver la puissance, eh bien, on fait la même chose. Comme d'habitude, on fait la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Donc soit en wattheure avec des heures, soit en joules avec des secondes. On retombe dans les deux cas sur 7,5 milliwatts. Ou alors, comme je le disais tout à l'heure, on fait tout simplement la tension multipliée par l'intensité. On en vient à la dernière question qui est probablement celle qui vraiment pose problème. Donc on nous dit à partir de la quantité d'électrons qui peut circuler, déterminer la masse minimale en chaque réactif que doit comporter la pile. Donc ce que l'on connaît ici, c'est la capacité. On nous demande de déterminer la quantité d'électrons. Donc dans toutes les formules qu'on a vues, la seule formule qui a du sens, c'est celle-ci, qui nous fait le lien entre la capacité, la quantité d'énergie, d'électricité qu'elle peut fournir, et le nombre d'électrons. Donc on va utiliser ça. On va utiliser cette formule, puisqu'on connaît Q qu'on a calculé à la question 1. On connaît F, c'est une constante, elle nous est donnée. Donc on va pouvoir en déduire le nombre de moles d'électrons. Donc ça, c'est notre première étape. Et donc, une fois qu'on fait ce calcul, on divise la charge en coulombs par cette valeur de F, on trouve 4,29 10-2 mol. Maintenant, on passe au côté un petit peu difficile, c'est qu'il faut regarder l'équation. Donc lorsqu'on regarde l'équation qui est ici, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'un atome de zinc se transforme en ion zinc, donc est oxydé, il libère deux électrons. Là, nous, on sait que la pile, pour faire son travail, elle a besoin de libérer 4,29 10-2 mol d'électrons. Mais, vu que chaque atome de zinc en libère 2, eh bien, on peut facilement comprendre qu'il nous faudra 2 fois moins de mol de zinc qu'il nous faut de mol d'électrons. Et donc, c'est ce que le raisonnement qui est ici est là pour vous dire. Donc, 2 mol d'électrons réagissent avec 1 mol de zinc. Donc, puisqu'il y a 4,29 10-2 mol d'électrons, eh bien, il en faudra tout simplement la moitié, 2,15 10-2 mol de zinc. Une fois qu'on a la quantité de matière de zinc, eh bien c'est très simple, il suffit de multiplier par la masse molaire pour trouver la masse. On trouve 1,4 g.
On fait la même chose de l'autre côté pour le MnO2, donc que l'on trouve ici. Et donc pour ce MnO2, on va de la même façon voir que cette fois, pour un MnO2 consommé, il va capter un électron. Donc c'est un rapport de 1 sur 1. Donc il va nous falloir cette fois la même quantité de MnO2 que l'on a d'électrons. Donc de ce fait-là, il nous faut 4,29 10-2 mol de MnO2. On calcule la masse de la même façon en multipliant par la masse molaire et on trouve qu'il nous faut 3,7 grammes. Voilà donc pour comment utiliser un petit peu ces formules pour déterminer différentes caractéristiques de la pile. Quelques exemples rapides de piles que vous connaissez sans doute. Donc ici, vous reconnaissez les différentes piles rondes, hein, les AAA, AA, C, D, hein, qui ont toutes 1,5 volts. La seule chose qui change, c'est leur capacité, c'est-à-dire l'énergie qu'elles peuvent fournir, la durée pendant laquelle elles vont fournir de l'énergie. Ici une pile de 9 volts, non, ici une pile de 9 volts, ici quelques piles boutons, et puis une pile de 4,5 volts ici, qui est peu utilisée de nos jours, mais qui servait avant sur les lampes de poche. Alors, quelques infos ici, bon, quelques caractéristiques. Vous voyez, ce qui nous intéresse en particulier, c'est ces piles A et AA, les deux, même tension, même courant qu'elles fournissent, mais voilà, c'est la capacité qui change. Donc on voit en effet qu'une AA contient plus de 2 fois la quantité d'électricité d'une AA. Voilà pour quelques exemples de piles. On passe à la pile à hydrogène qui est à la mode en ce moment puisque c'est celle qui va certainement être utilisée dans le futur parce qu'elle a plusieurs gros avantages dont on va discuter au fur et à mesure. Alors cette pile, elle est simple en soi. Elle est constituée de 2 réservoirs, un qui contient du dihydrogène, ici, et l'autre du dioxygène. Donc là, en fait, on va généralement utiliser le dioxygène de l'air. Donc on n'a besoin que d'un seul réservoir, du dihydrogène. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? On va avoir en fait une sorte de combustion. C'est-à-dire que le dihydrogène va jouer le rôle de carburant et le dioxygène va jouer le rôle de comburant. Et en fait, on va avoir une combustion, mais cette combustion va fournir des électrons qui vont pouvoir passer dans le circuit électrique. Dans une pile à hydrogène ou pile à combustible, le courant circule toujours du dioxygène vers le dihydrogène. Ce qui signifie donc, on l'a vu plus tôt, que les électrons, eux, partent de ce côté-là et arrivent de ce côté-là. Si c'est le cas ici, ça veut dire que puisqu'il y a perte d'électrons du côté de l'hydrogène, on revient à notre schéma traditionnel, hein, oxydant, réducteur, etc. Donc je remets rapidement ici. Hop, ici on a une réduction et on sait que ça c'est un gain d'électrons. Et on a la même chose pour l'oxydation en dessous. Donc ici du côté de H2, on a une perte d'électrons. Donc il s'agit d'une oxydation. S'il s'agit d'une oxydation, on sait qu'on a affaire à l'anode. Ici, le courant circulant du plus vers le moins, on a en effet le pôle moins. De l'autre côté, eh bien, automatiquement, puisque les électrons sont reçus, eh bien, on va avoir une réduction. Et si on a une réduction, on le sait, il y a le fameux C dedans. On a une cathode et le signe est positif. Donc ici, on va avoir le plus. Alors, on nous demande maintenant d'écrire les deux demi-équations. Donc, on sait qu'à l'anode, c'est H2. Donc, H2, il y a oxydation. Donc, s'il y a oxydation, c'est le réducteur qui devient l'oxydant. Ici, on sait qu'on va avoir une perte d'électrons. De l'autre côté, on va dans ce sens-là, on a une réduction. On va avoir un gain d'électrons. Donc, je mets celui qui réagit au départ, H2 et O2, je les mets à gauche des demi-équations. Donc dans le premier couple, H2 va donner du H+, les électrons toujours du côté de l'oxydant.
Ici, pour équilibrer, je dois m'assurer que le nombre de H est bon. Ici, j'ai H2 à gauche, donc je dois mettre 2 H à droite. Il me faudra donc 2 électrons pour que cela fonctionne. Ensuite, j'ai le deuxième couple, donc O2, qui lui va se transformer en H2O. L'oxydant c'est O2, donc je sais que les électrons seront du côté de O2. J'ai 2 O à gauche, j'en ai qu'un à droite, donc je mets un 2 ici. Je passe au H, je vois que j'ai 4 H à droite, j'en ai 0 à gauche. Dans ces cas-là, je sais que j'ai le droit de rajouter des H+, donc je rajoute 4 H+. Et pour assurer l'équilibre des charges à gauche et à droite j'ai 0, à gauche j'en ai pour le moment, donc il me faut 4 électrons ici pour que cela fonctionne. Maintenant, pour l'équation finale, donc c'est la première fois qu'on l'a fait, on reviendra après sur l'équation finale de l'autre pile, mais pour l'équation finale de celle-ci, on doit faire la même chose que sur la partie 1 de la vidéo, on doit s'assurer que le nombre d'électrons est le même sur les deux demi-équations. Ici j'en ai 4, ici j'en ai 2. Je vais donc devoir multiplier par 2 cette ligne, de manière à avoir les 4 électrons. Une fois que c'est le cas, et là attention parce que ça change un petit peu de la partie 1, vu que j'ai mis des flèches ici parce que je sais dans quel sens les transformations ont lieu, ça m'est dit par le fonctionnement de la pile, je peux mettre des flèches entières et donc de ce fait là, je sais que mes réactifs sont tous les deux à gauche. Donc je dois ajouter ce qui est à gauche avec ce qui est à gauche, mettre une flèche, et ce qui est à droite avec ce qui est à droite. Donc ici, si j'ajoute le tout, ça me fait 2H2 plus 4H+, plus O2, plus 4 électrons, qui me donne 2H2O, plus 4H+, plus 4 électrons. Et qu'est-ce qui se passe ici? On s'aperçoit que les H+ se simplifient, les électrons se simplifient, et ça nous donne 2H2 plus O2 donne 2H2O. Et voilà l'équation finale. Et donc ici on va pouvoir remarquer plusieurs choses qui sont résumées après dans le cours. Tout d'abord au niveau environnement, c'est parfait. Pourquoi? Parce que cette pile, tout ce qu'elle produit, c'est de l'eau. Ensuite, les réactifs, c'est du dihydrogène, du dioxygène. Ça, on en a dans l'air, donc pas besoin d'aller le fabriquer. Ça, on sait le fabriquer assez facilement. On peut le trouver en grande quantité. Et c'est le seul réservoir qu'on a besoin d'emmener. Donc, très facile à ce niveau-là. Mais il y a un hic. Pourquoi est-ce qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce que ces piles ne sont pas utilisées de façon permanente? Alors ici, donc, je vous dis juste ce que je vous disais sur le rôle du comburant et du combustible. Les réactifs, d'où ils proviennent? On vient de le dire. Le dioxygène provient de l'air, tandis que le dihydrogène, il a besoin d'être embarqué avec la pile. Dernière chose, on nous demande de compléter le schéma avec les données suivantes. Sens de migration des ions H+, oxydation, réduction de cathode, anode, sens des électrons, sens du courant, plus et moins. Donc on a tout fait, sauf le sens de migration des ions H+. Alors, pour cela, on va regarder un peu les demi-équations. On s'aperçoit que le dihydrogène, lorsqu'il se transforme, il produit des H+. Donc en fait, ici, on peut comprendre que ce H2 qui arrive ici va libérer les électrons qui partent par ici, et d'un autre côté, va libérer des H+. Et ensuite, lorsqu'on regarde ce qui se passe de l'autre côté, on s'aperçoit que le dioxygène, pour se transformer en eau, il a besoin des électrons qui vont arriver, certes, mais il a besoin de H+ aussi. Donc ça veut dire que les H+, donc ces fameux ions H+, qui ont été générés tout à l'heure, il faut qu'ils arrivent à passer ici, de manière à ce que les électrons, plus les H+, plus le dioxygène, tout ça, ça puisse fabriquer de la vapeur d'eau qui va s'en aller par là. D'accord? Et donc, ici, on voit l'intérêt de l'électrolyte. L'électrolyte, il est là pour laisser passer les protons H+, de là jusque là, mais il ne faut pas qu'il laisse passer les électrons, parce que les électrons doivent passer par là. Et ça, la technologie pour arriver à fabriquer un tel électrolyte est assez complexe. Et c'est ça qui revient cher, et c'est pour ça que ces piles-là ne sont pas
utilisé de façon importante pour le moment. Donc tant qu'on n'arrive pas à fabriquer cet électrolyte de façon relativement peu coûteuse, eh bien ces piles ne se développent pas. Mais dès que ce sera le cas, on les verra sans doute se développer et on y arrivera un jour. Voilà donc pour la pile à hydrogène. Alors on va revenir rapidement sur cette pile-là pour faire l'équation finale. Parce que j'ai fait les deux demi-équations, donc aux deux demi-piles, celle-ci et celle-ci, et on nous demande souvent de faire l'équation finale de la réaction. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien tout simplement en regardant le nombre d'électrons libérés ici, le nombre d'électrons captés ici. Comme dans la partie 1, on voit qu'ici on a un 2 et ici on a un 3, ça ne va pas. Il va falloir modifier ça. Donc on va modifier en multipliant tout simplement cette ligne-là par 3 et la ligne de l'aluminium par 2. Donc ça va nous faire 2, 6, 2, et de ce côté-là, 3, 3, 6. Le nombre d'électrons est bien le même, et là encore, on ajoute les éléments de gauche avec les éléments de gauche, flèche, les éléments de droite avec les éléments de droite. Donc ça nous donne 3 Cu, plus 2 Al3+, plus 6 électrons, qui donne 3 Cu2+, plus 6 électrons, plus 3 aluminium. Là encore, si on a bien travaillé, les électrons se retrouvent en quantité égale de chaque côté et on arrive à l'équation finale. 3Cu plus 2 Al3+ donne 3 Cu2+, plus 3 aluminium. Et voilà l'équation finale de la pile. Dernière petite chose, c'est les accumulateurs. Donc les accumulateurs, c'est quoi? C'est en fait des piles rechargeables. Donc ça signifie que les espèces chimiques qui sont à l'intérieur, elles vont réagir pour se transformer en d'autres espèces et produire de l'électricité. On va utiliser la pile comme ça. Mais en reliant cet accumulateur à un générateur, eh bien on va pouvoir régénérer les espèces chimiques de départ et de ce fait-là, redonner de l'énergie à la pile et on va pouvoir la réutiliser plus tard. Donc ça, c'est ce que vous avez dans vos téléphones par exemple, dans vos ordinateurs portables et autres. Donc c'est tout simplement ce que l'on utilise le plus actuellement. Donc un accumulateur, on ne va pas passer beaucoup de temps dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il se décharge l'accumulateur, eh bien, il va agir comme un générateur, comme une pile, et lorsqu'il se charge, eh bien, il va agir comme un récepteur. Et en fait, les demi-équations de chaque côté de la pile, elles s'inversent totalement lorsqu'on passe de la décharge à la charge. En effet, si vous regardez un petit peu ce qui se passe sur le schéma qui est en dessous là, lorsque vous avez la décharge, eh bien c'est traditionnel, vous voyez les électrons qui vont du moins vers le plus, etc., comme on l'a vu sur les autres piles. Et par contre, lorsqu'il s'agit de la charge, eh bien ce que l'on peut voir, c'est que le plus et le moins sont restés au même endroit, mais cette fois on voit que les électrons partent du plus et vont vers le moins. Donc en fait, on refournit des électrons à l'électrode de ce côté-là pour fabriquer à nouveau du plomb. De ce côté-là, on enlève les électrons pour prendre le PbSO, le sulfate de plomb ici, et fabriquer de l'oxyde de plomb PbO2. Et une fois qu'on a fabriqué ce PbO2 et qu'on a fabriqué ce plomb, eh bien, le plomb peut à nouveau se transformer en ion plomb et le PbO2 peut à nouveau se transformer en sulfate de plomb et la pile fonctionne à nouveau dans ce sens-là. D'accord, les électrons vont dans ce sens-là, le courant va du plus vers le moins. Donc on voit que quand on recharge la pile, en fait, on relie toujours bien le générateur, le plus du générateur au plus de la pile, et le courant est forcé à passer dans ce sens-là. Donc on fait rentrer le courant par le plus de la pile. Et après, on peut facilement voir ici, en effet, que la demi-équation, ici, est tout simplement inversée. Donc ce qui est à gauche passe à droite, et ce qui est à droite passe à gauche, lorsqu'on regarde ce qui se passe en charge. Voilà. Donc voilà tout ce que vous avez à savoir sur les accumulateurs, et sur ce chapitre sur les piles. Maintenant, vous allez pouvoir vous entraîner sur les exercices, et ce sera bon. Merci, au revoir.